Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de BBC Info. À la une, les manifestations anti-racisme se poursuivent. Des centaines de milliers de personnes ont défilé durant le week-end en hommage à George Floyd. Il y a près de 30 ans, Los Angeles était déchiré par des émeutes. L'affaire Rodney King résonne encore aujourd'hui aux États-Unis. Et puis nous parlerons aussi de la réouverture des écoles et des lieux de culte en Afrique du Sud. Le pays compte plus de 48 000 cas de Covid-19. En Europe, des centaines de milliers de personnes ont défilé ce week-end en hommage à George Floyd, mais aussi contre le racisme et les violences policières. Des rassemblements largement pacifiques, mais par endroits, les manifestants s'en sont pris à des statues, symboles du passé colonial. Le récit d'Olivier Weber. Des manifestants à Rome, agenouillés en silence, le poing levé. Dans la capitale italienne, comme aux quatre coins de l'Europe, ils ont clamé leur rejet du racisme au nom du mouvement Black Lives Matter. Énormément de jeunes noirs, mais aussi beaucoup de blancs. La mort de George Floyd, étouffée par un policier à Minneapolis, a servi de catalyseur, mais les manifestants dénoncent aussi la police dans leur propre ville, comme ici à Marseille. Et donc à mon sens, oui, la police agit de manière raciste. Il y a des comportements racistes et c'est quelque chose d'institutionnalisé malheureusement et qui est dans les imaginaires de tout le monde. Moi je suis travailleur social. Les jeunes me disent que suivant comment on est habillé, suivant l'endroit où on se balade, on est contrôlé 5 fois un minima. Et pour rien. Beaucoup de monde aussi à Bruxelles. La manifestation a réuni plus de 10 000 personnes dans le calme devant le palais de justice. Je pense que ça peut faire évoluer les choses, mais il faut que ça dure dans le temps. Parce qu'une manifestation, c'est pas assez. Il faut que ce soit un sujet dont on parle le plus. Il faut communiquer, il faut éduquer, et voilà. Mais en fin de rassemblement, des incidents ont éclaté. Les forces de l'ordre ont été visées par des jets de projectiles. Sur une statue du roi Léopold II à Bruxelles, des manifestants ont écrit « Assassin ». Sa conquête du Congo avait fait des millions de morts et de mutilés. Une pétition réclame le déboulonnage de toutes les statues de Léopold II en Belgique. À Bristol, au Royaume-Uni, les manifestants sont carrément passés à l'acte. Ils ont déboulonné une statue d'Edward Colson. Au XVIIe siècle, ce riche négociant avait construit sa fortune sur le trafic d'esclaves. Cette statue représente des années d'oppression. Elle représente des années de douleur et de la haine qui s'est accumulée en nous. Quand il est mort en 1721, Edward Colson a laissé sa fortune à des œuvres caritatives, lui valant les honneurs d'une statue. Elle a fini au fond d'un canal, coulée par des manifestants déterminés à effacer son héritage. Et pour analyser cette colère qui gagne l'Europe, rejoignons depuis Bruxelles Mireille Tchouzi-Robert, présidente de Bamko Cran, une association de lutte contre le racisme. Mireille Tchouzi-Robert, bonsoir. Comment faire le lien entre la mort de George Floyd et toutes ces manifestations en Europe ? Alors je pense que c'est un momentum important pour les Afro-descendants, les Noirs en dehors de leur continent africain, parce qu'il y a une accumulation de l'histoire, de l'esclavage, de la colonisation et maintenant du racisme contemporain, et que des déclencheurs comme le meurtre de George Floyd permettent finalement d'exorciser et de faire sortir toutes ces revendications. Je ne parlerai pas moi de colère, parce que ce que nous avons vu à Bruxelles, ce n'était pas tant de la colère qu'une détermination à obtenir des résultats pour une justice raciale en Belgique. Vous avez évoqué la colonisation. Pour vous, la colonisation explique le racisme en Europe aujourd'hui ?
Alors oui, je pense que nous avons eu des années, voire des siècles de propagande raciste et coloniale qui ont insufflé et inculqué des préjugés, des stéréotypes, une culture de violence raciale envers les Noirs qu'on ne peut pas extirper en quelques années. Donc nous sommes totalement héritiers de cette culture de violence. Et maintenant, nous devons entreprendre un travail de longue haleine et en profondeur pour mettre à plat notre histoire et nos relations actuelles avec les afrodescendants, les blancs et toutes les autres origines dans les diasporas. Et quel est le rôle que les autorités doivent jouer dans tout cela ? Oh, ils ont un rôle fondamental, premier. Ils sont censés montrer l'exemple. Et moi, j'ai honte de nos responsables politiques lorsque je vois que finalement, c'est la population qui est plus avancée dans les idéaux de justice sociale et raciale et qui détruit les statuts. Ils sont en avance par rapport à des politiques qui sont en retard. Ils devraient avoir honte en Belgique qu'un garçon, Noah, qu'il s'appelle de 14 ans, écrive une pétition qui ramasse 60 000 signatures alors qu'eux ne sont même pas capables d'apposer une simple plaque pour expliquer qui est Léopold II et qu'est-ce qu'il a fait au Congo, les 10 millions de morts qu'il a tués. Donc maintenant, nous, ce qu'on demande, c'est pas d'avoir des annotations. Ce qu'on demande, c'est d'enlever ces statuts qui sont des apologies de la colonisation. C'est comme si les Allemands étaient en train de louer Hitler. Merci Mireille Tchuzy-Robert. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bruxelles. Retour maintenant aux États-Unis. Un crime commis par des policiers, une énième injustice selon la communauté noire et un fond de colère qui vire à la révolte. En 1992, Los Angeles était à feu et à sang après la diffusion d'images montrant la police tabassant un jeune homme nommé Rodney King. Clarisse Fortuné revient sur cette affaire. Attention, certaines images peuvent choquer. J'ai tout de suite compris ce que je voyais. Un passage à tabac inconstitutionnel, sauvage et brutal. Et je me suis dit, cette fois, nous avons la vidéo. Ceux d'entre nous qui avaient passé des années et des années à lutter contre les abus de la police ont presque applaudi parce que nous nous sommes dit enfin, on ne pourra plus nier. Mais là encore, les faits allaient être rejetés. Et les acquittements sont tombés. Non coupables, non coupables. J'ai appelé mon équipe et j'ai dit récupérez vos enfants, rentrez chez vous. We are getting word this evening of some rock throwing by youths in South Central Los Angeles. Et une tension déjà palpable explosa, alimentée par les inégalités raciales et économiques, comme aujourd'hui. Beaucoup pensaient que les troubles marqueraient un tournant, comme aujourd'hui. Nous espérions que le soulèvement nous libérerait du pied de la police sur nos coups. Mais non. La plupart des manifestants pour la réforme de la police ont reconnu qu'il y avait eu des pas dans la bonne direction. Mais ils estiment que la mission de la police de Los Angeles doit changer. Jusqu'à ce qu'elle le fasse, cet uniforme restera un symbole de persécution et non de protection dans la plupart des communautés noires modestes. Tant que vous n'aurez pas une police qui assure la sécurité des plus pauvres au lieu de la persécuter et de l'incarcérer en masse, vous verrez des émeutes à chaque génération. Les manifestants se rendent aujourd'hui dans les quartiers aisés de Los Angeles. Ainsi, même si les habitants de Beverly Hills et de Bel Air ne ressentent pas leur douleur, ils la verront. Cette fois, nous avons Black Lives Matter. Nous avons un mouvement pour les vies noires. Nous avons de brillants organisateurs qui disent, vous savez quoi, assurons-nous de déplacer notre mission dans les quartiers riches blancs, de perturber leurs espaces, de ne pas simplement garder la douleur et la colère et la rage dans la communauté noire, mais de la propager. Puis un étudiant devenu une icône, Mark Craig, pense que 2020 sera une autre étape importante. L'énergie dont cette jeune génération a fait preuve en ce moment peut vraiment changer les choses. Ils ont fait entrer l'homme le plus puissant du monde dans son bunker. C'est symbolique. C'est clair et net. Lorsque des livres d'histoire seront écrits, c'est ce dont on se souviendra. Un sujet signé Clarisse Fortuné. Dans l'actualité également, des milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues. Des manifestations hier à São Paulo et Brasilia contre le racisme, mais aussi contre le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui est aussi critiqué pour sa gestion de la pandémie.
Le gouvernement est notamment accusé d'essayer de masquer les véritables chiffres. Plus de 37 000 décès ont été recensés. À noter aussi des manifestations en soutien au chef de l'État. On poursuit ce journal avec le reste de l'actualité, en bref et en images. Le procès d'Amin Diack ne sera pas renvoyé une nouvelle fois. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme comparaît devant la justice à Paris. Le Sénégalais est soupçonné d'avoir étouffé des cas de dopage russe en échange de pots de vin et d'avoir détourné de l'argent de l'IAAF. Hissène Habré, de retour en prison, il est toujours au Sénégal. L'ex-président tchadien, condamné à perpétuité à Dakar pour crime contre l'humanité, avait bénéficié de 2 mois de sortie en raison du coronavirus. Les associations de victimes redoutaient alors, je cite, une libération déguisée. Et puis la France a annoncé la mort du chef d'Aqmi Al-Qaïda au Maghreb, Abdelmalek Droukdel. Il aurait été tué le 3 juin dans une opération antiterroriste menée dans le nord du Mali, selon Florence Parly, la ministre française de la Défense et des Armées. La pandémie de coronavirus à présent, la barre des 400 000 décès a été franchie dans le monde. L'Afrique du Sud, actuellement le pays le plus touché par la Covid-19 sur le continent, continue d'assouplir son confinement. Aujourd'hui, vous le voyez sur ces images, les enfants ont retrouvé le chemin de l'école. La quasi-totalité des écoles sont ouvertes, une semaine après la date initialement prévue, en raison des inquiétudes liées à la propagation du virus. Les écoles étaient fermées depuis le 19 mars, début du confinement très strict imposé par le président Cyril Ramaphosa. Le gouvernement sud-africain a aussi autorisé la réouverture des lieux de culte tout en gardant en place certaines restrictions. Ces décisions divisent au sein de l'opinion, comme nous le montre le reportage de Voumani Mkizé et la Ménorésine Konkobo. La propreté, un attribut de la piété. Voilà un aphorisme qui exalte la pureté spirituelle, la bonté aussi. Mais en ces temps de pandémie du coronavirus, la propreté peut être aussi une question de vie ou de mort. À travers l'Afrique du Sud, les lieux de culte ont rouvert leurs portes la semaine dernière. Et depuis, le respect scrupuleux des consignes de salubrité apparaît aussi important que la foi elle-même. C'est ce qu'a pu constater notre correspondant. Je suis à la mosquée Houghton ici à Johannesburg, explique-t-il. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a du monde de nouveau à la mosquée. La prière vient de prendre fin il y a quelques minutes. Nous avons vu environ 50 fidèles qui étaient ici pour prier et cet endroit accueille généralement plus d'1 millier de personnes. Au-delà de la limitation du nombre de fidèles à 50, les lieux de culte doivent veiller à une hygiène irréprochable en maintenant la propreté des locaux et en veillant à ce que la distanciation sociale soit respectée. Et il faut porter les masques à tout prix. La réouverture des lieux de culte est un sujet qui divise en raison du fait que le virus peut se propager rapidement pendant les rassemblements religieux, mais ce responsable de mosquée voudrait relativiser. Il y a une très grande stigmatisation en ce moment autour des lieux de culte, dit-il. Je pense que nous nous sommes rendus compte que cela est lié à des circonstances passées et nous voulons changer cette perception. Nous voulons garder les lieux de culte ouverts tout en s'assurant qu'ils sont des espaces sûrs pour les fidèles. Le Conseil sud-africain des églises, de son côté, prône l'ouverture des églises sous réserve de strictes précautions. À ce titre, le secrétaire général du Conseil soutient. Le prêtre ou celui qui est en charge prend sur lui une responsabilité et un fardeau dont il doit être très conscient. Vous ne pouvez pas jouer avec la Covid-19. À Soweto, la Grace Bible Church accueille son premier service en plus de 2 mois. L'occasion pour les fidèles de faire l'expérience de la parole de Dieu tout en observant la distanciation sociale. L'Église concède que tous les lieux de culte ne sont pas prêts à ouvrir et son pasteur s'en explique. Je pense qu'au sein de l'Église, on essaie de prendre autant de responsabilités que possible. Les règles sont assez strictes, mais si l'on n'est pas à même de les respecter, je pense qu'on devrait alors éviter les rassemblements parce que rien ne vaut la peine de risquer la vie des fidèles. En tout cas, dans le Cap occidental, le Conseil islamique régional a décidé que les mosquées devraient rester fermées pendant encore au moins 1 mois et de nombreuses autres organisations religieuses du pays ont également appelé leurs fidèles à rester à la maison. Mais pour ces fidèles ici, il n'est plus question de temporiser et les louanges au Seigneur se feront désormais en pleine pandémie. Et on se quitte là-dessus. Merci de nous avoir suivis, notamment au Cameroun sur Canal 2. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.